Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est la 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Une émission pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Je le signale, c'est une émission que vous pouvez également suivre en direct sur nos pages Facebook, également en streaming et en replay sur YouTube. Je suis Adam Skaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau et pour ce dernier rendez-vous, le juge Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour madame. Rapport 2020 du réseau national de lutte anticorruption RENLAC. La police municipale conserve sa place de service le plus corrompu avec 75,21%. Elle est suivie par la police nationale. La douane occupe la 3e place. La direction générale des transports terrestres et maritimes et la gendarmerie sont respectivement classées 4e et 5e. Le rapport a été rendu public hier. C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. Nous allons également parler situation sécuritaire avec l'opération Ville Morte qui a été observée hier à Fadan Gourmand en signe de protestation. Sécurité toujours, nous allons poser un regard sur l'attaque signalée au Togo auprès de la frontière avec le Burkina Faso et le décryptage de tous ces sujets se feront après justement la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et justement, avant ce décryptage, nous allons suivre le premier, en tout cas l'avant-propos que le juge Bougma a retenu pour nous. Juge Bougma, on vous écoute. Merci. J'ai 2 avant-propos, tous à l'international. Le premier avant-propos, c'est la compagnie Air France. C'est vrai qu'on dirait que c'est les affaires françaises, mais c'est digne d'intérêt dans ce monde globalisé, qui refuse d'embarquer un bébé de 3 mois. 3 mois qui a 580 kg, il refuse d'embarquer parce qu'il n'a pas de carte d'identité et l'acte de naissance ne suffisait pas, alors que l'enfant devait partir pour des soins. Alors, et finalement, c'est par ambulance et par la route, après plus de 10 heures de route, que le bébé a été envoyé à l'hôpital où il devait être effectivement opéré. Parce que c'était pour des soins intensifs que l'enfant subissait déjà, il fallait maintenant aller opérer et c'est comme ça. La compagnie dit non, surtout pour un bébé qui voyage seul, sans document d'identité, sans carte d'identité, ce n'est pas possible. Les parents ont supplié en vain. C'est vrai qu'il y a un risque de procès qui plane sur la compagnie pour non-assistance à personne en danger et exposition de la vie d'autrui. J'ai dit qu'il y a un risque qui plane, mais la leçon ici, c'est que nous sommes dans un monde peureux, une humanité peureuse. Malgré toutes ces évolutions scientifiques et technologiques, on a peur, même d'un bébé fragile de 3 mois, 580 kilos, ou même pas 1 kilo. C'est-à-dire, ça laisse voir comment est-ce que, dans quelles conditions déjà l'enfant est, mais on a tellement peur que, même en présence des parents, avec l'acte de naissance, puisque c'est le personnel hospitalier qui accompagne, même avec tout ça, au nom de nos lois, de nos principes, on ne bouge pas. Donc une humanité qui est très contente de ses progrès, qui vante ses mérites, qui parle d'intelligence artificielle, mais qui a en même temps peur. Parce que ça ne s'explique que par la peur, maquillée par ce qu'on peut appeler la prudence. Ils disent qu'il faut être prudent, c'est de quoi, oui, c'est vrai. Au-delà de tout, ça pouvait arriver. Mais je dis bien, c'est la peur. Parce que il y a un hôpital qui est engagé. Si les parents ne sont pas venus seuls, il y a des documents médicaux qui accompagnent. Et on a les moyens pour expertiser l'enfant. Peut-être qu'il porte une bombe, je ne sais pas moi. Et puis il part dans un hôpital avec les garanties parce qu'à l'accueil, il sera accueilli et tout est là. Qu'est-ce qui reste encore? Je dis bien, c'est une humanité, je dis bien, qui a bien évolué, mais qui est en même temps prise au piège de la peur et ça frise la paranoïa. Donc c'est cette leçon-là que moi qui retient mon attention pour dire à quel point on est suffisamment délicat, pour ne pas dire peureux. À l'aéroport de Ouagadougou, à chaque fois qu'il y a des vols, il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à un moment donné à embarquer.
pas plus tard que le lundi, j'ai assisté à un cas pareil. Vous êtes vacciné, vous avez la carte de vaccination, vous avez le pass digital, mais votre PCR n'est pas sorti à temps, vous n'embarquez pas. Parce que même vacciné, la garantie que vous êtes sain ou saine, c'est le test PCR. Le vaccin n'arrive pas à vous courir à 100%. Et pour que la personne qui vous laisse passer soit sûre que vous êtes saine, vous êtes saine ou sain, c'est le test PCR. Sinon, vous n'embarquez pas. Et des gens n'ont pas pu embarquer, ça c'est sous mes yeux, lundi, parce que il y a eu un problème au niveau de la plateforme. Les résultats ne sont pas sortis au niveau de l'aéroport à temps, alors que le vol a un temps bien précis, les personnes n'ont pas embarqué. J'ai dit, bon, c'est ça notre humanité. Un vaccin qu'on a vite trouvé, mais qui ne garantit pas votre immunité, et c'est un test PCR qui peut dire, bon, vous pouvez embarquer ou non. J'ai dit encore, nous sommes dans cette peur de l'autre, de l'inconnu et tout. J'ai dit, malgré nos progrès technologiques. Donc, le deuxième avant-propos, on a vu cette vidéo qui fait triste en Afghanistan où des parents vendent leurs enfants parce que ça ne va pas comme on le dit, ça ne suit pas. C'est vrai que le reportage prend soin de préciser que c'est une pratique ancienne, mais ce n'est pas de gaieté de cœur également que les enfants sont vendus. L'une des familles qui a été présentée a 8 enfants. Il y a une fille de 9 ans qui est vendue à un monsieur de 50 ans à qui on demande d'en prendre soin parce que c'est devenu désormais son épouse. Et c'est pour combien? 1 900 €. 1 900 € en conversion, ça fait un peu plus de 1 200 000 francs et quelques, comme on le dit, pour s'occuper de cet autre enfant, mais aussi pendant combien de temps pour tenir, parce qu'il y a une crise économique qui est là, après une intervention de la toute première puissance militaire au monde durant 20 ans. Ça n'a pas pu régler le problème. Donc il y a de nouvelles forces, les talibans qui sont là, mais qui doivent également instaurer un ordre économique pour que tout le monde puisse vivre à l'aise, mais ça va prendre combien de temps parce qu'également ils viennent d'arriver. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on retrouve un pays après autant d'interventions, après autant d'argent déversé dans les ONG humanitaires en son temps pour appuyer les populations locales qui souffrent. Et ces mêmes ONG humanitaires ont plié bagage avec l'opération militaire américaine et laissant les populations dans le désarroi. Les ONG humanitaires en temps de crise, c'est bien, mais il faut préparer l'après. Et l'État afghan, ceux qui étaient là ou ceux qui viennent de venir, n'ont pas eu le temps de préparer. L'essentiel étant d'avoir le pouvoir et puis faire ce qui suit. Ça sonne, je dis bien, comme une leçon pour nous. La main tendue, même si on ne la refuse pas, comment on se rassure que quand la main tendue va bouger, nous allons pouvoir regarder à droite ou à gauche, soulever quelque chose qui nous appartient nous-mêmes. Et ça, c'est très important. C'était ce que j'avais comme avant-propos. Merci, Juge Bouma, pour ces deux lectures des sujets d'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sous le coup de 8 heures en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Nous allons en plein pied rentrer dans les sujets, en tout cas retenus pour cette convocation. Le premier, il est relatif au rapport du RENLAC sur les institutions les plus corrompues selon la perception des populations. Alors, ce rapport-là est tombé, il a été publié hier. Pas de grands changements dans le top 5. On retient que la police municipale est en tête. La police nationale occupe la deuxième place, suivie de la douane. La direction générale du transport terrestre et maritime et la gendarmerie occupent respectivement la 4e et la 5e place. Juge Bougma, je suis tenté de dire qu'on prend les mêmes et on recommence. Est-ce qu'on recommence pour faire la même chose, quoi? Bon, c'est un peloton âprement discuté entre ces entités-là. Bon, ce qui change, c'est peut-être les années. Il fut un temps où c'était PDG. C'était un peloton PDG. Et après, il y a d'autres services qui se sont glissés à l'intérieur. J'ai dit PDG parce que c'était police, douane, gendarmerie. À un moment donné, police, douane, gendarmerie, police, douane, gendarmerie. Et cette fois-ci, il y a la DGTTM qui s'est glissée depuis un certain nombre d'années. C'est même pas cette année seulement. Donc il y a la DGTTM également qui est rentré, mais bon, c'est le même classement, hein. Et c'est ceux qui sont chargés
de s'occuper de nous sur les questions de la sécurité routière. Et tout ce qu'on cite, tous ces acteurs, pour ne pas dire toutes ces entités, font partie de ceux qui interviennent dans le domaine de la sécurité routière. Parce que c'est beaucoup plus sur les axes routiers que comment on appelle ça, que cette situation se signale. Le jour où ces entités ne vont plus contrôler, en fait, sur nos routes, peut-être qu'il y a d'autres structures qui vont venir. Voilà. C'est vrai que dans des autres domaines, que ce soit la santé, l'enseignement, il y en a, mais le peloton de tête, quand on fait le constat, c'est ceux qui contrôlent les engins ou qui contrôlent le trafic routier. Et ça, c'est le constat implacable que nous avons. Alors, au niveau du RENLAC, la mission a été accomplie. Montrer la photographie du moment, de la perception des populations sur le phénomène de la corruption. Beaucoup se demandent finalement à quoi servent ces rapports-là. Bon, effectivement, l'année dernière, la même question a été posée à cette émission, en présence d'ailleurs du secrétaire général du RENLAC, M. Nakanabo. J'avais repris aussi les propos d'un auditeur qui s'était interrogé. À tort, ça m'a été attribué, parce que quand les extraits sont passés, les uns et les autres ont dit que c'est moi qui ai dit que les rapports sont inutiles, alors que j'ai dit que je cite les propos d'un auditeur qui s'interrogeait ce matin, et aussi on se pose la question, à quoi servent ces rapports? Ces rapports servent à montrer qu'il y a de la corruption au Burkina. Ces rapports servent à dire qu'il y a un effort à faire. Ces rapports servent à dire qu'il y a un corrompu et un corrupteur. Donc ces rapports servent à dire que la société burkinabé a une corruption qui est là et qu'elle doit soigner. Je pense que c'est d'abord ça. C'est symptomatique de la situation, mais ça nous rappelle nous tous à notre devoir de citoyens par rapport effectivement à la corruption. Donc ce n'est pas seulement du fait de l'autorité, c'est aussi du fait du citoyen. Mais l'autorité a une part importante en ce sens que c'est elle qui doit réguler, c'est elle qui doit faire en sorte de pouvoir prendre la main dans le sac, et le corrompu et le corrupteur, pour dissuader les velléités ou les éventuels probables corrupteurs. Et ce boulot revient à l'autorité qui doit montrer par l'exemple. Et c'est là effectivement où on pêche. Alors, est-ce que ces rapports, justement, ne peuvent pas, je dirais, piquer l'orgueil des premiers responsables de ces institutions pour qu'ils essaient de balayer devant leur porte? Ce n'est pas que ce n'est pas fait. Il y a eu plusieurs tentatives des comités anticorruption dans les services. Au niveau de la police nationale, M. Simon Compaoré, quand il était ministre, avait créé la police des polices, qui devait être le contrôleur de la police à l'interne. On ne sait pas comment est-ce que ça s'est passé, mais la réalité aussi, elle est là implacable. Au niveau de la gendarmerie, c'est pareil. Au niveau de la DGTTM également, c'est pareil. La dernière fois, le nouveau directeur général a d'ailleurs fait sortir un communiqué demandant aux citoyens de ne payer aucun agent de la DGTTM pour quelque service que ce soit. Ces notes sont rappelées à profusion. Vous rentrez dans les services publics, vous voyez les affiches. Non à la corruption, non à ceci. Avant de rentrer dans les bureaux, ça vous accueille dans les couloirs ou sur les babillards. Les tableaux d'affiches, vous voyez ça. Mais c'est toujours là. Donc ce n'est pas que des initiatives n'ont pas été prises. Elles ne sont pas allées jusqu'au bout, ou elles ont été prises juste pour contenter. Mais la volonté de réprimer, elle manque de mon point de vue. Et ensuite, il y a ces structures de contrôle qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir le faire. Et puis bon, voilà. Donc, alors ici, commencer par balayer devant leur porte, je suis tout à fait d'accord. Mais la police municipale également s'était engagée, il y a quelques années, de faire en sorte d'inverser la tendance. Mais elle n'est pas parvenue. Elle n'est pas parvenue. Je dis bien parce que, de mon point de vue, ce n'est pas parce qu'il y a des corrupteurs, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. S'il y avait des sanctions, ne serait-ce que pour l'exemple, si on sanctionne, ça va dissuader beaucoup. Mais il n'y a pas de sanctions. Sinon, ce n'est pas que des cas ne sont pas dénoncés. Des cas sont dénoncés auprès des supérieurs, mais c'est rangé. Et on s'accommode, chacun s'accommode avec une telle situation. À telle enseigne que nous sommes dans une logique de faire comme si, bon, c'est normal.
Donc la conséquence, comme je l'ai dit, elle est là, implacable. Donc c'est une situation que les premiers responsables travaillent à désactiver, mais comme je l'ai dit, c'est devenu comme accepté, quoi. C'est comme si c'était pas un problème. On sent de la résignation. On sent de la... Voilà, donc ici, c'est pas que des initiatives ne sont pas prises, mais comme il n'y a pas de sanctions, on met en place la police des polices qui fait un travail. Si vous épinglez des gens et que vous n'arrivez pas à les faire juger, parce que vous attrapez certains dans certains corps de métier, les autres vont se lever pour dire lâchez-les, on lui fait la force. Donc la réalité aussi, c'est cette difficulté qui est là. D'accord, nous sommes dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Au même moment, dans le tome 5, comme on l'a vu, on a des entités qui sont chargées de défendre le territoire et de justement garantir la sécurité des Burkinabés. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Par rapport à ce contexte sécuritaire, c'est ça également qui fait craindre. Je dis bien parce que les corps qui sont épinglés en tête de peloton, le top 5 interviennent dans le domaine de la sécurité routière déjà. Donc, contrôle de la conformité des documents du voyageur, donc des engins à 2 ou à 4 roues, des poids lourds et tout. La police municipale à Ouagadougou et dans les artères, au feu tricolore, contrôle. La police nationale, pareil. La douane, on connaît son boulot. La gendarmerie également sur les axes routiers. Cette même gendarmerie a plusieurs fois été également épinglée par les services des transporteurs, par certains hommes de médias qui disent bon, on les a relevés de leur poste et puis bon. Au niveau de la police également, j'ai dit bien c'est pareil. Donc ce qui fait craindre justement c'est ça. Parce que si le biais vous permet de décaler, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous quittez la frontière sud du Burkina jusqu'à la frontière nord en glissant des billets des banques pour voyager. Et c'est ça, je dis bien, et c'est ça qui fait peur. Donc, à Ouagadougou, quand vous êtes pris, c'est le citoyen lui-même qui demande à payer sur place. On lui dit que ce n'est pas possible. Parce que quand vous êtes pris, on vous demande le papier, et puis bon, on vous fait ce qu'ils appellent le papillon, et on vous dit rendez-vous dans tel commissariat pour récupérer, payer et récupérer soit l'engin ou les documents que vous avez sur vous. Parce que parfois c'est les documents qu'on confisque. Le permis de conduire, la carte grise, puis bon voilà. On vous donne, on vous dit ça fait tant. Vous demandez est-ce que vous pouvez payer sur place, ils disent non parce qu'ils n'ont pas de quittance. En principe, vous dites merci. Et puis vous bougez. Maintenant, si vous voulez également négocier pour qu'on vous libère, parce qu'il y en a aussi qui le font, qui négocient fortement, d'autres qui pleurent, et parfois par pur humanisme, les agents laissent passer, sans rien prendre. Ces cas-là aussi, j'ai vu. Ça, j'ai vu ça à plusieurs reprises moi-même. Qui négocient, j'ai dit qu'ils négocient sérieusement. Franchement, je reconnais vraiment, je demande pardon, je n'ai rien, il faut faire pardon, il y a cette urgence qui est là, tant. L'agent finit par soupirer, puis il laisse passer. Il y a eu ces cas. Mais certains ne sont même pas dans cette logique de négocier, c'est combien je peux vous donner, puis bouger. Dès qu'il est pris, c'est ce qui est dans sa tête. Il y a ces cas donc de petits billets glissés. Et là, c'est le citoyen. Celui qui a tendu le billet, celui qui a reçu le billet, on n'a jamais vu ce procès-là à Ouagadougou. Procès de corruption sur la sécurité routière, comme on appelle ça, en matière de raquettes, procès de ceci ou cela, on ne l'a jamais vu. Donc pourquoi les autres ne vont pas se donner à cœur joie? S'il est pris vendredi, son engin va bouger, il dit vendredi, ça bouge. Samedi, ça travaille, parce que je ne peux pas récupérer samedi. Dimanche, je ne peux pas récupérer. Il faut que je parte lundi. Mais le lundi, comment je me rends au boulot? Est-ce que ce n'est pas mieux de voir s'il peut accepter de prendre quelque chose et puis me laisser passer? C'est comme ça que le citoyen raisonne. Il y a un agent aussi qui est là, qui n'est pas intransigeant. Parce que lui aussi, il voit ses chefs là faire avec aussi
à d'autres niveaux, ces chefs-là aussi gèrent avec d'autres chefs. Et lui voit comment ça se passe. Donc, autant prendre son billet et puis faire bonne conscience, se justifier sur la base des inconséquences, si inconséquences il y a du chef, et puis passer. Donc, conséquence, nous sommes évidemment dans cette situation. Mais si des corrompus et des corrupteurs avaient été jugés et condamnés, et le contrôle intérieur de ces forces-là est très rigoureux, à tel enseigne que vous savez que si vous vous amusez, vous allez être jugé comme en Côte d'Ivoire. Tout récemment, je lisais sur les réseaux sociaux ce procès qui s'ouvre d'agents, d'une quarantaine d'agents, je crois, épinglés pour des cas de corruption sur la voie publique. Je pense que ça va commencer à dissuader les uns les autres. Mais c'est l'impunité, de mon point de vue, l'explication que je peux trouver, c'est l'impunité qui garantit ces choses-là. Et le risque par rapport à la question sécuritaire, la crainte, elle est très grande. Alors, au constat, quand on regarde les services qui sont perçus comme les plus corrompus, ce sont ces services-là qui sont en contact direct avec les usagers. Est-ce que ça ne rappelle pas la nécessité de dématérialiser, sinon de digitaliser certains services qui sont offerts aux usagers? Je pense notamment à la DGTTM. Oui, ils y sont. Ils sont en train de travailler pour ça, pour la dématérialisation. Il y a des pays où on ne poursuit plus quelqu'un. Il y a des pays où l'agent de sécurité est renvoyé à d'autres fonctions, à d'autres choses, plutôt que de venir se cacher derrière un arbre ou derrière un panneau publicitaire et attraper quelqu'un qui n'a pas respecté le feu tricolore. Parce qu'il y a des caméras de surveillance qui le font. Vous n'avez pas respecté le feu tricolore, personne ne vous poursuivra. La contravention vous rejoint à la maison dans votre lettre à poste. Poste à boîte à lettres. Vous ne l'avez pas respecté, vous partez pour votre visite technique, puisque vous allez passer pour la visite technique. Vous passez à la visite technique, on intègre vos données, et puis la machine vous signale que vous n'avez pas respecté le feu tricolore dans la ville 15 fois. Vous dites, ah bon? Oui, ça fait 15 fois que vous n'avez pas respecté. Vous voulez discuter, on vous sort les vidéos de votre véhicule, où vous n'avez pas respecté, c'est vous qui êtes au volant parce que vous reconnaissez. Vous reconnaissez votre immatriculation, ce n'est pas un film, ce n'est pas un dessin. Et vous connaissez le carrefour. Et on vous dit, pour chaque feu tricolore non respecté, voici ce que vous devez payer. On fait le point. En plus de ce que vous devez faire comme visite technique, vous casquez, vous partez. Personne ne vous dira encore de vous arrêter au feu tricolore, puisque vous savez ce que vous attend. Personne ne vous dira. Vous avez mal garé en ville, personne ne viendra vous dire de déplacer l'engin, on ne placera même pas un sabot. On relèvera les identifications, et puis on colle ça sur votre pare-brise, vous arrivez, vous voyez, vous partez régler au poste. Si vous ne partez pas régler, de toute façon, la loi, c'est où vous êtes. La loi vous retourne à la maison. Et puis, comme on appelle ça, se faire justice. Donc cette dématérialisation permet de régler un certain nombre de choses quand on sait qu'il y en a qui fuient, à d'autres qu'on matraque parce qu'ils détalent, d'autres qui renversent des policiers, à faucher des vies dans ces conditions. Donc, ou qui terminent leur course dans des commerces ou dans des domiciles en fuyant un policier parce qu'il n'a pas respecté le feu tricolore. Donc cette dématérialisation va beaucoup aider, ou peut beaucoup aider, et dans beaucoup de pays, nous sommes en avance. Au Burkina, ils sont en train d'installer des caméras au niveau des carrefours. C'est prévu à hauteur de centaines de milliards. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller, on est en train d'aller progressivement. Et avec les nouvelles plaques d'immatriculation, avec ce qu'il y a comme signalétique et puis c'est biométrique, petit à petit, on va vers cette dématérialisation. Maintenant, après, c'est aussi la dématérialisation des paiements. C'est-à-dire, si on pouvait doter d'appareils, comment on appelle ça, des TPE, ceux qui sont au poste, au carrefour, vous êtes pris, vos données sont rentrées immédiatement. On ne vous tend plus un papillon. Les données sont rentrées immédiatement et c'est centralisé. Donc celui qui est de l'autre côté, c'est qu'ils ont pris quelqu'un. Mais comme c'est manuel, c'est facile de négocier, glisser un billet et puis partir. Mais si vous êtes pris et puis en même temps, monsieur intègre les données, oui. Mais là aussi, le billet peut glisser parce que vous pouvez lui convaincre de ne pas intégrer les données. Donc, mais on a cette intelligence-là de réfléchir à la dématérialisation pour réduire drastiquement ces pertes d'argent. Prenons également la circulation, le péage. Il y a des contrôles inopinés.
pour les frais de péage. Depuis que je prends les axes routiers, ce n'est que l'année dernière, en novembre, revenant de Koudougou, sur l'axe Koudougou-Sabou, que moi personnellement j'ai vu un contrôle pour ticket de péage. Je dis bien depuis que je prends les axes routiers au Burkina. Il y en a, mais moi c'est la première fois. Bonjour monsieur, bonjour. Le voyage se déroule bien, oui monsieur. Contrôle ticket péage. J'en ai entendu parler, je n'en avais jamais vu. Il y a moins de contrôle sur les tickets péage. Pour ne pas dire, c'est spontané. Et j'ai dit bien, c'était en novembre 2020. Depuis lors, en tout cas, je n'en ai plus jamais vu. Et ce jour-là, moi, j'étais content. Parce qu'il y a plein qui dribblent le péage. Il arrive, il tend la main, il continue. Il y en a qui ne sont pas, qui sont, la loi permet, d'autres de ne pas payer. Ça, c'est la loi qui le permet. Les ambulanciers, les convoyeurs officiels et tout. Mais vous êtes un particulier, vous roulez sur le macadam et vous avez le courage d'aller dribbler, passer, et puis il y a quelques personnes pour vous interpeller. Mais si c'est dématérialisé, ça règle également ce problème. Ailleurs, c'est dématérialisé. Vous glissez, le ticket sort, la barrière se lève, vous partez. Si vous ne glissez pas, la barrière est là. Donc vous ne pouvez pas bouger. Vous allez bouger comment? Vous ne pouvez pas bouger. Puisque pour bouger, la barrière est là. Mais ici, la barrière n'est pas là. Elle est mise de côté. Il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise et qui tend la main. Sur certains axes, vous prenez l'axe, la route de Pau, le poste de péage Koubri, vous descendez de votre voiture, vous partez payer et vous revenez. Et vous partez et vous arrivez devant, il y a quelqu'un qui est là qui coupe. Mais quand vous prenez à gauche de cette même voie, ceux qui veulent tricher là, qui veulent dribbler, ils descendent, ils contournent et ils rejoignent. Ce que j'ai dit, c'est des faits que j'ai vécu dimanche dernier, dimanche à côté. Ça, moi, j'ai vu ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Au retour, c'est pareil. Pour pouvoir éviter le poste de contrôle de son ticket ou pour ne pas payer, il descend sur le bas-côté et puis il contrôle. Et il n'y a personne pour lui dire de repartir ou pour mettre la contravention. Je dis bien la dématérialisation à travers les outils numériques peut permettre et va même permettre de régler en même temps ces problèmes. Mais ça demande, c'est un investissement et c'est un travail de longue haleine. Et dans les paiements, dans les services, oui. Mais le constat, c'est que on a aussi la réalité au niveau de la DGTTM, par exemple. Pour l'accomplissement des actes, la procédure est longue. Vous êtes un travailleur. Vous demandez la permission à votre patron pour aller faire immatriculer votre engin. Vous arrivez là-bas à 7h ou à 8h. La procédure est longue. Partir au guichet, payer, prendre la quittance, repartir voir les forces de défense et de sécurité pour contrôler, pour valider, revenir, déposer, prendre d'autres quittances, vous avez, c'est beaucoup d'heures. Alors qu'il y a un patron qui vous attend au boulot. Vous faites quoi? Vous trouvez un démarcheur, ce que certains appellent de façon familière les margouillas. Vous trouvez un démarcheur, vous lui donnez, vous entendez sur un montant à percevoir, et puis lui s'occupe de tout et il vient vous remettre vos documents. Mais lui aussi, comme il veut aller vite à l'intérieur, il a des complices avec lesquels il travaille. Parce que lui veut aller vite pour que vous lui recommandiez à quelqu'un d'autre. Donc, à tout cela, la DGTTM a prévu, parce qu'il y a eu cet échange direct que j'ai eu la chance de modérer. Bizarrement, aujourd'hui, je parle de moi beaucoup. C'est rare, mais c'est des faits que j'ai vécus. Et donc, ils ont prévu cette dématérialisation à travers des kiosques installés dans les différents secteurs ou quartiers, mais reconnus par la DGTTM avec des tarifs acceptables, accessibles. Et là, si vous avez besoin de recourir, de demander les services d'un démarcheur, vous partez là-bas. Un contrat est signé entre vous et puis c'est reconnu par la DGTTM. Les tarifs sont accessibles pour faciliter la tâche. Parce qu'il y a des gens qui disent « je ne peux pas aller m'aligner, je cherche quelqu'un pour le faire ». Vous n'avez pas votre petit frère qui est libre, parce qu'il aussi travaille. Vous n'avez pas un neveu ou un cousin qui peut s'en charger. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc, ils sont dans cette phase de pouvoir le faire. Et pour les contrôles, par rapport à l'authenticité même des documents, ils ont déjà même des TPE. Le test a été fait. Et à partir de ce moment, on intègre les relevés
les identités, les numéros de la plaque d'immatriculation, et ça ressort tout, le propriétaire et tout. Mais c'est un travail progressif qui est en train d'être fait. Donc, c'est pas que les solutions ne sont pas envisagées, mais c'est le système qui ne facilite pas. Et puis on a des Burkinabés qui sont habitués, quand il a un service à demander, ils cherchent à savoir, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un là-bas que je connais? S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, il dit maintenant, comment est-ce que si je ne donne pas quelque chose, ça va? On a cette culture-là, malheureusement, qui nous colle également à la peau. Parce qu'il y en a qui expliquent la corruption, surtout celle passive, comme une reconnaissance. Et en zone rurale, c'est prégnant. En zone rurale, vous rendez service, il estime qu'il doit vous récompenser. Celui qui est venu de Ouagadougou dit non, c'est une corruption passive, parce que lui, il dit non. Il m'a rendu service. Pourquoi je ne vais pas donner? Il part négocier la place pour son enfant. Il a eu la place. Mais il donne de l'argent, sans qu'on ne lui ait demandé. Ce que je parle également, c'est des choses vécues. Ils n'ont pas demandé. Le proviseur n'a rien demandé, l'établissement n'a rien demandé. Mais le papa ou le tonton ou le tuteur estime qu'il doit glisser quelque chose parce que c'est une reconnaissance. Et puis il glisse. Et il pense même que pour pouvoir avoir la place, il doit forcément glisser quelque chose. On lui dit non de ne pas faire, que c'est de la corruption. Lui dit non, que dans la vie, il faut être reconnaissant. Culturellement, c'est comme ça, il prend ça. Donc, il y a toutes ces choses-là qui ne facilitent, je dis bien qui ne facilitent pas. Alors, dernière question sur ce chapitre-là. Alors, pour les plus pessimistes, les résultats de ce rapport serviront sûrement à alimenter les débats dans les gargotes. Qu'est-ce qu'il faut fondamentalement pour que ces résultats-là puissent davantage servir la lutte contre la corruption au Burkina Faso? Ils n'ont pas tort de le dire, parce que c'est depuis des années. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un niveau où, pour que ça ne soit pas comme les autres années, qu'on commence à sanctionner. Alors que les mêmes rapports sont reversés à qui des droits. On a l'ASE, LCE, qui se bat comme elle peut, qui a aujourd'hui, sur le plan législatif, c'est bien, comme on appelle ça, la machine est bien calée, mais qui manque malheureusement de ressources humaines et financières pour pouvoir faire sérieusement son boulot. Alors qu'elle est sollicitée de toutes parts, les ambassades, c'est-à-dire les représentations diplomatiques du Burkina, les ministères, les directions générales, les collectivités territoriales, c'est très grand. Donc c'est un ALCE, LCE qui ne chôme pas, mais qui n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire toutes ces choses-là, faire les enquêtes, même hors du Burkina, pour poursuivre les dossiers jusqu'en justice. Mais ça demande un travail. Parce que ça demande des avocats à commettre, ça demande des enquêteurs chevronnés qu'il faut sérieusement payer pour pouvoir le faire. Donc, on a l'impression qu'on a créé une machine, mais on n'en a pas réellement besoin, parce que ceux-mêmes qui l'ont créé risquent d'être épinglés dès les premiers moments. Donc, au Burkina, les crimes économiques emblématiques jugés, je ne vois pas. Donc, pourquoi? Alors que si, j'ai dit moi, cette affaire-là, c'est l'impunité qui garantit ça. Si on a réglé la question de l'impunité, on règle en même temps beaucoup de choses. Donc, des vieux dossiers de crimes économiques à vider et sanctionner au fur et à mesure. Mais si, jusqu'à l'année prochaine, en 2022, on a le rapport de 2021, alors que personne de ceux qui ont été épinglés en 2020, en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, je prends les 5 dernières années, personne n'a été sanctionné, ça va être la même chose. Un rapport trop beau qui nous fait, comment on appelle ça, secouer de la tête, et on accusera à tort ou à raison des institutions, alors que c'est nous-mêmes qui glissons les billets. Ce classement n'est pas le fait parce que l'argent n'a pas été pris de force dans les poches. Donc ce n'est pas une extorsion, comme on appelle ça, forcée. C'est quelqu'un qui a tendu un billet et quelqu'un a récupéré. Merci, Juge Gourma. Nous allons à présent parler questions sécuritaires. Il faut dire que dans la région de l'Est, la grogne de la population persiste. À l'appel du mouvement Goulmoufi, les populations ont observé une journée ville morte hier pour exiger en tout cas la sécurité, la réhabilitation des routes et aussi la réhabilitation du centre hospitalier régional de Fadane Gourma. Au regard de ce qu'on a vu comme image, c'est une interpellation de plus à l'endroit de l'État.
Oui, une belle interpellation. On a vu les images. Et après cela, d'ailleurs, à cette volonté de rencontre avec les forces vives de la région, c'est vrai que ça a été reporté. Mais ça a quand même contribué à ce que les uns et les autres se mettent en tête qu'il y a péril dans la demeure et qu'il faut réellement se lever pour sauver l'essentiel. Et ce n'est pas la ville de Fada seule, même Diapaga. Donc, les autres provinces ont observé cette opération ville morte. Donc, une ville morte, ça ne se décrète pas également de gaieté des cœurs. Parce qu'il y a toujours des conséquences quand il y a une ville morte. Parce qu'il y en a qui vivent de cette économie informelle. Et parce qu'il y a ces dames-là, pour garantir la popote, il faut aller vendre pour pouvoir revenir préparer le soir. C'est une ville morte, c'est pas évident. Je prends les mendiants, parce que pendant l'affaire Norbert Zongo, j'ai vu l'opération Ville morte à Kourgou, où les mendiants ont pleuré. Les restaurants fermés. Fermés. Et les enfants sont sortis avec les boîtes. Il n'y a rien. C'était compliqué. C'est des choses que c'est pas... On en rit, mais attention. Donc la ville morte, elle ne se décrète pas. Quand on la traduit d'ailleurs en langue nationale, on prend la pleine mesure de ce qu'on dit Tenkienga. C'est-à-dire mort. Donc quand on arrive à un tel niveau, ça veut dire qu'effectivement, il y a une limite qu'on est en train d'atteindre. Et je pense que ça sonne, et ça doit sonner, comme une interpellation grandeur nature à l'autorité. Que ça ne va pas, et que ce n'est pas seulement le fait des leaders d'organisation de la société civile, des jeunes qui n'ont pas de boulot et tout, parce qu'il y a une population, toute une population derrière cette initiative. Et c'est ça le signal fort qui est envoyé. Maintenant, comment on canalise toute cette frustration? Comment on canalise tout ce sursaut pour effectivement contribuer à la lutte contre le terrorisme? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais c'est un mécontentement, j'ai dit bien, qui est exprimé, qu'il faut savoir, effectivement, à défaut de contenir, utiliser pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Je pense que c'est aussi évident que ça. Ce n'est pas seulement au Burkina. Pendant la guerre d'Algérie, il y a eu aussi ce genre de manifestations grandeur nature. Parfois contre l'autorité, parfois pour soutenir l'autorité. Mais il y a eu cette marche historique des femmes algériennes. Quand l'étudiante a été tuée par balle, suite à son refus de porter le voile intégral en son temps, et les femmes ont marché pour demander au président algérien, je reprends le terme, de ne pas baisser la culotte. Parce que s'ils baissent la culotte, elles vont périr. Il y a eu un écho retentissant, et à partir de ce moment, la lutte a pris une autre tournure. Ça, c'est la contribution populaire. Donc, ce qui se passe également à Fada, c'est une autre forme de contribution populaire qui peut aller aussi dans tous les sens. Maintenant, dans quel sens définitif ira cette, comment on appelle ça, ce soutien populaire, cette manifestation populaire? L'autorité a également une part de responsabilité à jouer. Et ça, c'est très important. D'accord. On a vu l'expression d'un ras-le-bol de la population de la région de l'Est. Il y a également l'ultimatum qui a été lancé par le chef de file de l'opposition politique. Cela nous rappelle la situation qui a prévalu avant le dernier remaniement ministériel. Oui, tout à fait. Ça a prévalu avant ce qu'on a vu comme le dernier remaniement ministériel. Mais cette région ne pose pas seulement le problème de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il y avait eu les toutes premières marches en son temps pour réclamer le bitume, le désenclavement de la région. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des tronçons qui sont annoncés pour être bitumés, qui traînent, d'autres sont... Il y a des contrats même avec certaines entreprises qui sont résiliés parce que les entreprises ne sont pas à la hauteur. Donc il y a tous ces problèmes-là, effectivement, qui sont là. Mais en réalité aussi, c'est une région pleine de potentialités qui a été laissée pour compte comme plusieurs autres localités du Burkina. Et ça, en fait, ce n'est pas seulement l'Est. Vous partez au niveau de la boucle du Mouhoun, mais c'est très grave. Le Grenier du Burkina, et il n'y a pas d'accessibilité. Le Sahel, le Nord, l'Est, le Grand Est, le Centre-Est, en réalité, là,
la situation, on se pose la question, on était où durant toutes ces années? Avec toutes ces localités, je dis bien, pleines de potentialités qui devaient être aujourd'hui à d'autres défis. Qu'il y ait des actions de terrorisme, oui, mais il y a des zones où, on ne devrait pas être en train de réclamer du bitume pour certaines... Peut-être on attend de faire le bitume dans certaines localités, soit de la réfection ou un nouveau bitume parce que l'ancien est dégradé, mais on ne devrait même pas être en train de réclamer du bitume pour certains axes, même à Ouagadougou. On a perdu autant d'années pour rien, alors qu'on était dans une stabilité parfaite. Mais c'est une région qui a toujours été l'objet de grand banditisme, compte tenu de la forêt qui est dense et compte tenu du désenclavement. Alors que le président a même une zone de chasse là-bas. Une zone présidentielle. C'est à ne rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe à la fin? On a manqué de vision. Donc, maintenant, la question de la lutte contre le terrorisme est venue accentuer encore les choses et mettre la pression. Alors que tout est lié. Donc, c'est pourquoi l'on comprend la lutte légitime des fils et des filles de la région de l'Est, au même titre que les autres régions. Mais effectivement, avant le remaniement, on avait eu ces manifestations là-bas. On avait vu à Kaya, on a vu à Titao, avant de voir Ouagadougou, à l'appel de l'opposition et des autres organisations de la société civile, et le remaniement, le discours du chef de l'État. Alors cette fois-ci, est-ce qu'il y aura d'autres régions qui vont prendre le relais? Est-ce qu'on aura encore une adresse du chef de l'État? Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi l'ultimatum d'une opposition qui court. Donc on ne sait pas la suite que va réserver l'autorité. Alors là, avant cette manifestation, une rencontre avait été annoncée entre les autorités et les forces vives de la région de l'Est. Finalement, une rencontre qui ne pourra pas se tenir, qui ne s'est pas tenue. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Contrainte de calendrier ou la manifestation d'une crise de confiance entre les autorités et les populations de cette partie du Burkina? Je sais qu'à 10h aujourd'hui, il y a ce rendez-vous des deux ministres sur les questions de défense et de sécurité sur la télévision nationale. Est-ce que c'est pour ça ou bien c'est pour un autre rendez-vous? Là, nous n'avons pas pu savoir. Est-ce que le rendez-vous est en direct ou en enregistré? Mais je sais qu'ils ont rendez-vous avec les Burkinabés aujourd'hui à travers la télévision nationale. Maintenant, la rencontre a été reportée à une date ultérieure. C'est la grande muette. Les questions de sécurité, les uns les autres, comment on appelle ça, s'expriment peu. Pourquoi? C'est au plan local qu'il y a des problèmes. Personne ne veut répondre à aucune question pour qu'on sache de quoi est-ce que ça retourne et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce report. Mais c'est un rendez-vous qui ne pourra pas manquer. Vous pouvez reporter, mais c'est des populations qui attendent des explications. Est-ce que quelque chose est fait ou est-ce que quelque chose n'est pas fait? Même si quelque chose est fait, ce n'est pas la projection, ce n'est pas la promesse, mais la sécurisation. Parce que le citoyen burkinabé veut, le seul résultat qu'il veut, ce n'est pas on a commandé des armes à venir, on a formé tant, on a recruté tant, ce n'est pas ça. C'est est-ce qu'il est sécurisé? Donc ce qu'il demande, c'est est-ce que nous sommes sécurisés? Ce n'est pas de venir faire des promesses, ce n'est pas ça. Donc je pense que ça aussi c'est très important. Parce que quand vous partez rencontrer les forces vives, c'est pour dire quoi? Que vous allez être sécurisé dans combien de temps, ou bien. Donc je pense que même cette rencontre, oui, mais la finalité, ça va permettre aux acteurs de se parler. Peut-être qu'ils vont lâcher des choses, c'est possible. Mais ce que le citoyen attend, c'est beaucoup plus la sécurisation. D'accord. Sécurité toujours, mais cette fois-ci hors de nos frontières. Le Togo a été la cible d'une attaque terroriste vers la zone frontalière avec le Burkina Faso. Une information qui a d'ailleurs été confirmée par les autorités togolaises. Est-ce qu'il faut craindre l'ouverture d'un autre front dans cette lutte-là? Oui, mais de toute façon, les signaux sont annoncés depuis. C'est pas en 2021 seulement qu'on entend parler qu'il y a ce risque-là. Que, voilà, déjà quand il y a eu l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire et les autres attaques qui ont suivi, les pays les pays côtiers également sont sur le qui-vive. Ils savent qu'à tout moment, et les renseignements savent qu'à tout moment, il peut y avoir une attaque
dans l'un ou l'autre pays. Parce que nous, au début, c'était au Mali ou au Niger. On n'en a jamais vu. Ça tape au Mali, ça tape au Niger. Et puis nous sommes ici, on est serein. Jusqu'à ce que, en 2015, on ait le premier acte terroriste, en avril, au Burkina. L'enlèvement de Roumains à Tambao. Et après, les attaques se sont suivies. Le commissariat de Déou, aussi, Samorogouan, et jusqu'à arriver à l'attaque du restaurant Cappuccino en 2016. Mais en 2015 déjà, il y a eu plusieurs attaques. Mais on a passé également le temps, premièrement, à expliquer pourquoi on est attaqué. On ne s'est pas dit comment on se défend. Et la grande majorité des Burkinabés avaient commis cette erreur de départ en son temps. Et les autorités avec. On a passé le temps à s'accuser. Les pays côtiers, c'est pareil. Quand il y a eu les premières attaques en Côte d'Ivoire, après Bassam, et les autres attaques maintenant qui ont eu lieu au nord, ils sont venus du Burkina. Nous, ici, on disait qu'ils sont venus du Mali. Ou ils sont venus du Niger. Et j'ai dit aux Ivoiriens et aux Togolais, c'est pas d'où ils sont venus. C'est comment on se défend. C'est comment on se protège. La question essentielle est là-bas. Nous allons chercher à faire comme le Mali disait qu'ils sont venus de la Libye. Le Niger disait qu'ils viennent du Nigeria, Boko Haram. Le Burkina a commencé à dire qu'ils venaient du Niger, ils viennent du Mali, quand les premières attaques ont commencé. Donc les pays côtiers doivent se mettre également en tête qu'actuellement, ce n'est pas d'où ils sont venus. C'est comment on se défend, comment on se protège, et en même temps comment on aide les autres pays qui sont suffisamment attaqués à pouvoir s'en sortir. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Ces mêmes personnes qui ont besoin de bases arrière, ont besoin de couloirs, de corridors pour leurs transactions, pour acheminer leurs biens, pour vendre leurs biens, pour avoir de l'argent. Donc, ils vont également utiliser ces pays-là aussi comme base arrière. Donc, il ne faut pas rêver que seul, ou bien ils viennent de tel pays. Non, c'est de tenir compte qu'ils peuvent venir taper, mais comment on se défend. Je pense que ça, c'est beaucoup plus le plus important. Et ces pays doivent avoir le courage d'organiser des manœuvres ensemble au niveau des zones frontalières et même au-delà. C'est vrai que c'est annoncé, mais je pense qu'il y a un travail fort à faire. Mais s'il faut se résoudre à dire que c'est eux, que X qui attaque, c'est X qui a été attaqué, ça va être très difficile. Vous l'avez dit, il faut une prise de conscience, et cela aussi sonne comme un rappel que la lutte contre le terrorisme est l'affaire de tous. Exactement. La lutte contre le terrorisme, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que nous sommes des pays limitrophes. Et étant donné que nous sommes des pays limitrophes, il y a des échanges commerciaux, il y a un flux. Ils utilisent les mêmes ressources que nous. Ils auront besoin de se ravitailler. Donc, c'est une affaire de tout le monde. Mais si chacun dit, bon, non, c'est le Sahel, c'est tout, à un moment donné, ça va être effectivement très compliqué. Voyez-vous, le G5 Sahel qui a été à l'initiative de la France en 2014, parce que c'est en février 2014, je crois qu'ils se sont réunis pour la première fois, Blaise était toujours président en son temps, pour lancer les bases du G5 Sahel. On a dit G5 Sahel, vous connaissez, ce sont les 5 pays qui sont attaqués par les terroristes. Mais on devait l'élargir à l'Algérie. L'Algérie est un pion et un maillon essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Parce qu'avec la guerre qui a eu lieu en Algérie et tout, et la plupart des chefs terroristes soit sont formés en Algérie ou sont d'origine algérienne. Donc, voyez-vous le rapprochement entre l'Algérie et le Mali. On devrait pouvoir avoir le même rapprochement avec les autres pays, que ce soit le Niger, le Burkina. Mais s'il faut laisser de côté l'Algérie, qui a une longue bonne expérience dans sa lutte contre le terrorisme et qui a vaincu, et aujourd'hui qui vit dans une paix et une stabilité, c'est de se rapprocher de ce pays pour voir comment est-ce qu'il a fait et comment est-ce qu'il peut nous aider. Et ça, c'est pour le moment le Mali qui l'a réussi. Mais également à quel prix? C'est sur fond de bruit avec la France. Mais pourquoi est-ce que la même France n'encouragerait même pas ces 5 pays-là
à collaborer avec l'Algérie compte tenu de la situation? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que ça a été à son initiative. Si elle ne le fait pas, nous qui sommes concernés, pourquoi nous ne prenons pas aussi sur nous la responsabilité d'intégrer cette donne-là? Parce que seul on ne pourra pas. Et les pays de l'Afrique de l'Ouest, de cette bande-là, qu'ils soient sahéliens ou pas, doivent se dire qu'il faut que la stratégie change. Sinon, ce n'est pas aussi évident pour les résultats. Alors, analyse des résultats du rapport 2020 du RENLAC sur la corruption, le ras-le-bol des populations de la région de l'Est et aussi l'attaque terroriste perpétrée sur le territoire togolais. Voici les 3 thèmes qui étaient retenus pour la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente émission. Merci, Juge Bougma, pour ces clés de lecture. On va se donner rendez-vous lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.